Et la situation se tend en Guyane. La tension est descendue puis remontée jusqu'à des affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants en fin de journée. Le collectif a décidé de s'installer devant le bâtiment de la préfecture jusqu'à ce qu'il soit reçu par les autorités. 180 salariés de l'entreprise Bois Debout risquent le chômage technique. L'exploitation bananière affirme ne plus pouvoir assurer son activité. En cause, la condamnation à 980 000 € infligée par le tribunal des prud'hommes. Et que font les médecins libéraux de leurs déchets médicaux? Un nouveau centre de traitement a ouvert ses portes à Petit-Bourg. SOS Déchets. Il devrait permettre aux acteurs de la santé d'éliminer en toute simplicité leurs déchets liés aux soins à risques infectieux. Et dernier round pour la robotique First 2017. La grande finale du concours a eu lieu aujourd'hui au Palais des Sports Laura Flessel à Petit-Bourg. Une remise des prix orchestrée par le recteur de l'Académie de la Guadeloupe en personne. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis ravie de vous retrouver. Des affrontements ont éclaté en fin de journée entre les forces de l'ordre et les manifestants guyanais. Le collectif Pour que la Guyane décolle avait appelé la population à un grand rassemblement devant la préfecture en milieu d'après-midi, dans l'espoir d'une rencontre avec le préfet. Mais après une longue attente, celui-ci a refusé l'entrevue, provoquant la colère de la foule. Un policier a été blessé et le collectif Les 500 Frères a appelé au calme. Et dans le même temps, un mouvement de grève a commencé à l'hôpital de Cayenne. Vétus, personnel en sous-effectif, l'UGTG Santé a ainsi rejoint la mobilisation générale. Frédéric Mazia a rencontré les grévistes sur leur piquet de grève ce matin. On regarde son reportage. Des photos qui circulent depuis quelques jours sur WhatsApp. Elles auraient été prises au sein de l'hôpital de Cayenne. Des clichés qui font état du délabrement et de la vétusté de l'établissement de santé. Cette jeune infirmière, qui préfère rester anonyme, travaille dans ces conditions qu'elle qualifie de déplorables et elle n'en peut plus. Employée depuis 5 ans, elle envisage de jeter l'éponge. Ça se détériore au niveau de l'effectif, au niveau du matériel et même au niveau des relations humaines. J'ai l'impression que mon diplôme n'est plus reconnu à sa juste valeur. J'aime toujours mon métier, mais à chaque fois que je vais travailler, et cela fait déjà au moins 2 ans, je vais avec un mal de ventre, ou j'ai pas envie, je traîne de plus en plus des pieds. Et je me dis que j'ai pas fait ce diplôme, je n'ai pas passé tant d'épreuves, 3 ans à travailler d'arrache-pied pour avoir mon diplôme, pour maintenant me poser des questions, pourquoi j'ai fait ce métier. Pour la première fois de sa carrière, elle est en grève. Les syndicats accueillent depuis le début du mouvement social de nouveaux militants, mais les revendications sont les mêmes. Nous sommes en sous-effectif, nous sommes sous-dotés en matériel. Nous présentons des problématiques d'hygiène dans la pratique des soins et nous sommes en difficulté financière. Donc comment régler ces différents problèmes quand en effet on a une trésorerie au plus profond du gouffre? Erika Bareis, la ministre de l'Outre-mer, a proposé 65 millions d'euros pour l'hôpital de Cayenne. Une somme insuffisante pour recouvrir la dette et moderniser l'hôpital, selon le syndicat. L'État français considère que ce que nous avons est suffisant pour nous soigner. Nous, professionnels, nous sommes en souffrance, la population est en souffrance. Nous sommes en burn-out, la population a peur de venir dans cet hôpital. Comment on fait? Mais les solutions, il faut les trouver ensemble. Contacté par nos soins, la direction de l'hôpital n'a pas donné suite à nos appels. Le syndicat UTG commence, lui, dès ce soir, un piquet de grève devant l'établissement de santé. Et en Guadeloupe, l'exploitation bananière Bois Debout a cessé toute activité depuis mardi. Près de 180 salariés risquent ainsi de se retrouver au chômage technique. La direction assure qu'elle n'est plus en mesure de faire face à la condamnation de 980 000 € infligée par le tribunal des prud'hommes. Aujourd'hui, elle demande l'aide de la région, du conseil départemental et du groupement des planteurs pour faire face à cette situation. Les précisions de Nathalie Dinan et de Moïse Dexter. Planter banane pour jamais payer rien. Donc, ils étaient persuadés qu'elle nous était pète, mais là, nous gagnons. La somme de 980 000 € au titre de la régularisation du 13e mois pour plus de 80 salariés. David Alquier, le directeur de l'exploitation Bois Debout, ne sait plus à quelle porte frapper ni à quel sein se vouer. Le tribunal des prud'hommes a condamné la société à payer cette somme conséquente, une décision que le directeur juge risquée pour la sauvegarde de l'entreprise. Actuellement, la société n'est pas en mesure de payer cette somme qui la mettrait en grave difficulté et donc nous essayons de trouver toutes les solutions, tous les recours pour préserver les intérêts de la société. Moi, ce que je demande aux salariés, c'est du temps, parce que vous vous doutez bien qu'une telle somme ne peut pas être payée d'un coup.
on va étudier toutes les solutions. Et c'est pour ça aussi, étant donné qu'il y a beaucoup de tensions, qu'on fait appel à un conciliateur pour que les deux parties arrivent à trouver un terrain d'entente. Le dialogue est tendu entre les deux parties. Jugement en main, les salariés ne veulent rien entendre. Après près de 2 ans de procédure, ils ont obtenu gain de cause. Pour eux, la décision est exécutoire. Le patron là, il remet les tailles en main propre. Et jusqu'à maintenant, il a fait considérer qu'il ne pas remettre les décisions là, alors qu'il remet tout le monde. Et il ne peut pas dire nous qui n'a payé nous. Il a dit nous pas ni l'argent, il a dit nous il n'y a que 83 000 € si compte là. Subvention nous c'est 4,5 millions. Donc nous ne pouvons pas porter plainte, nous ne pouvons pas faire rien pour couper subvention. Ça veut dire nous voulons exister. Nous avons dit que nous sommes actionnaires, si on ne peut pas payer, nous avons dit qu'on ne pas de l'argent. Eh bien, nos actions, nous payons mais au dépend du monde, nous partir à action. Au moins nous pouvons récupérer l'argent nous. Les salariés sont mobilisés non seulement pour que le patron paie leur dû, mais aussi parce que depuis 2009, il n'y a pas eu de négociation annuelle obligatoire. Et puis un conciliateur devrait intervenir en milieu de semaine prochaine pour tenter de sortir de cette crise. Et parlons maintenant de cet incident médical qui s'est produit à l'hôpital Pierre Sodma-Quittement en Martinique. Hier, un enfant de 9 ans a été hospitalisé alors qu'il devait être opéré au poignet. Mais au réveil, celui-ci avait subi une opération des amygdales, une erreur médicale que n'est pas prête d'oublier la mère du petit garçon. On écoute son témoignage. Un bandage au bras. Quoi de plus normal après une opération du tendon du poignet? En revanche, se retrouver avec des amygdales en moins sans raison, ça ne l'est plus du tout. 2 jours après avoir emmené son fils aux urgences de la MFME pour une chute lors d'un entraînement de football, cette mère de famille est toujours sous le choc. Son garçon de 9 ans a été opéré par erreur des amygdales et doit aujourd'hui supporter toutes les conséquences post-opératoires. Comme toutes les suites des amygdales, il a des difficultés à manger, il est patraque, il reste souvent couché alors que c'est un gamin qui bouge beaucoup. Donc c'est pas évident de le voir comme ça, mais je sais que c'est directement lié à la suite des choses. Une erreur qui serait due à une inversion de patient. Le garçon a quand même été soigné pour la raison qu'il avait emmené à l'hôpital et aujourd'hui, la confusion est totale. Les médecins, très conciliants, désolés. J'ai beaucoup entendu, nous sommes désolés. Donc voilà. Et comment ils ont expliqué, comment ça a pu se produire? Ben, il y a une incompréhension et ils vont chercher de toutes les façons Il y a des procédures pour ça, pour mettre depuis le début, pour vraiment chercher tout ce qui a été fait en amont et pourquoi effectivement il y a eu cette erreur. L'affaire a été confiée à un avocat pour obtenir la copie complète du dossier médical de l'enfant. Une procédure qui n'a pas encore été déterminée sera alors enclenchée pour obtenir réparation du préjudice subi par l'enfant et sa famille. Pour l'instant, il n'y a pas de plainte de déposer et dans ce type de matière, le dépôt d'une plainte au pénal, je l'entends, n'est pas forcément la procédure automatique à mettre en œuvre. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de procédures, notamment des procédures, des modes de résolution amiables qui permettent de parvenir à une résolution du litige et donc à une indemnisation des victimes. Le CHU, contacté par Nos Soins, a annoncé avoir ouvert une enquête interne. Un rapport de la situation est en cours d'édition. Et les infirmiers, médecins et laboratoires ont besoin d'éliminer leurs déchets d'activités de soins à risques infectieux. Pour leur faciliter cette tâche, un nouveau centre de traitement des déchets a été créé pour eux dans la zone d'Arnouville à Petit-Bourg. Le reportage est signé Nathalie Dinan, Moïse Dexter. Les professionnels de santé ont une nouvelle opportunité pour gérer et faire éliminer leurs déchets d'activités de soins à risque infectieux, communément appelés les DASRI. SOS Déchets veut être plus proche des professionnels et répondre à leurs attentes. C'est toutes les catégories libérales, infirmiers, médecins urgentistes. Je pense citer aussi les dentistes. Ce sont des déchets dangereux, je rappelle, avec une réglementation très très précise et sur lequel tous les professionnels qui sont des producteurs doivent respecter ces filières à la fois de collecte et de traitement. Le BIC à DASRI récupère tout ce qui est coupant, piquant et les déchets mous dans des contenants homologués. Alors fourniture, collecte et traitement, un service clé en main
même à distance. Mais la vraie nouveauté du concept, c'est pour ça qu'on a créé ça, c'est qu'on permet aux professionnels, parce qu'ils ont des contraintes de temps, ils ont des patients à droite à gauche, on a aussi quelques amis, c'est à la fois eux qui nous ont suggéré ça, ils nous disent mais pourquoi tu ne nous laisses pas venir au centre, apporter directement le déchet, on est à droite à gauche, on fait un créneau et on te les dépose et tu assures le traitement et la traçabilité pour nous. Avec son banaliseur, cet appareil de pré-traitement par broyage et stérilisation, SOS Déchets peut réduire 2 à 3 tonnes de déchets par jour. Ces broyats stérilisés seront ensuite contrôlés par l'Institut Pasteur et acheminés au centre d'enfouissement de Sainte-Rose. Elle est célébrée chaque année le 7 avril pour marquer l'anniversaire de la création de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La journée mondiale de la santé a eu lieu aujourd'hui. L'occasion pour nous de s'interroger sur l'état de santé des Guadeloupéens. On écoute vos avis recueillis aujourd'hui par Moïse Lester et Patrick Curie. Vous savez quoi? Bon, nous pouvons dire en bonne santé, mais il y a beaucoup de produits chimiques et tout. À part que nous en bonne santé, hein, parce que nous-mêmes nous sommes pour ici, nous. Vous comprenez ça veut dire? Ça dépendra de pas mal de choses. Ça dépendra de ce que les gens mangent, et puis s'ils font du sport, et s'ils dorment bien. Non, parce que tout est importé. OK? D'ailleurs. En principe, en Guadeloupe, normalement, on a tout pour être en bonne santé, mais on mange mal, on se nourrit mal, alors c'est normal qu'on soit pas en bonne santé. Que les gens financièrement ne peuvent pas. Et très souvent, par exemple, les RMI, les gens qui ont la CMU, des fois les pharmacies n'acceptent pas forcément la carte. Voyez? Donc ils sont obligés de reporter et le problème c'est que quand vous avez une grave maladie, de reporter, bon, ben, ça arrive à la mort, quoi. Non, je pense que la population manque d'activité physique. Il y a beaucoup de sédentarité, les gens restent beaucoup chez eux à rester devant la télé toute la journée. Donc on devrait faire plus de dépenses physiques. Pour plusieurs raisons, hein, parce que les aliments que nous consommons ne sont pas spécialement bons. Ce qui est, comment dire... On ne consomme pas assez local. Voilà, exactement. Nous avons toute la richesse dans nos terres, etc. Vous comprenez? Et on ne pas de nos richesses. Voilà. On mange mal. Les pâtes, tout ça, c'est pas bon. Ni le pain non plus d'ailleurs. Pour être en bonne santé, il faut faire attention à 3 choses. Bien manger, bien dormir et surtout avoir une situation qui permette d'avoir ces 3 choses-là. Et restez avec nous sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, coup de projecteur sur la journée Persévérance au lycée Chevalier de Saint-Georges. Et puis c'est aujourd'hui qu'a eu lieu la grande finale du concours Robotic First 2017, événement organisé par l'Archipel des Sciences. Mais avant, parlons des élèves du lycée Chevalier de Saint-Georges. Dès 8 h du matin, ces derniers avaient été appelés à participer à une journée dédiée à la persévérance. Isabelle Amour a braqué sa caméra sur la classe mode qui a su conjuguer à merveille motivation et créativité. On regarde. Elles sont en classe de mode et mettent en valeur l'un des accessoires principaux, le chapeau, représenté sous différentes formes. On a travaillé autour du thème du recyclage. Donc, dans ce cadre-là, les élèves ont utilisé plusieurs matières, donc des matières recyclables, mais aussi des matières issues de la nature, comme de la feuille de banane, par exemple, du plastique, des déchets. C'était une façon de valoriser la section mode, mais également de mettre en place une thématique plus large. L'idée, c'était vraiment que chacune puisse faire un chapeau avec son inspiration, les matériaux qu'elle souhaitait, et faire en fait un chapeau qui puisse se différencier les uns des autres. Pour confectionner son chapeau, Diana s'est inspirée des plantes à fleurs. Adhérente d'un groupe de carnaval, cette période festive aura éveillé son imagination. Dans les groupes à peau, donc on utilise les feuilles de banane. Alors donc j'ai mis en avant et je me suis en pratique et je me dis pourquoi pas mettre des fruits originaux, nos produits locaux. Comme le derrière de mon chapeau, il y a les bananes, il y a les feuilles de banane et les autres fruits. Donc j'ai voulu mettre en avant mes fruits pour montrer que nos fruits locaux, qu'on n'oublie pas, qu'on mange dans tous les jours. Donc en haut, j'ai pris des petites feuilles pailletées pour mettre en valeur, pour égayer le chapeau. Toutes ces créations ont été présentées aux élèves du lycée lors du défilé. Celles-ci s'ajouteront aux pièces maîtresses de leur magasin. Quant à Diana, son souhait serait... Les carnavals répondent des idées pour faire leur chapeau pour le carnaval 2018, si Dieu le veut. C'est tout le mal qu'on lui souhaite.
Et place toujours à la beauté. Il figure parmi les événements les plus attendus de ce mois d'avril. Le salon Madame se tiendra ce week-end au Palais des Sports de la ville du Gosier. Pour la première édition de ce salon dédié à la femme, de nombreuses personnalités ont été invitées. Elles ont toutes marqué, chacune à leur façon, leur époque. Corinne Comment, bonsoir. Bonsoir Barbara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous recevoir. Corinne Comment, on se souvient de vous encore, Miss Guadeloupe, puis en 2003, Miss France. Que devenez-vous ? Racontez-nous un petit peu. Donc, après l'élection de Miss France, j'ai décidé de reprendre mes études, ce qui m'a permis d'obtenir un master en droit européen des affaires à Assas. Et j'ai enchaîné avec un second master en marketing et communication des entreprises qui, aujourd'hui, me permettent d'être directrice marketing et communication au sein d'un cabinet d'avocats d'affaires à Paris. Donc, ça fait maintenant 9 ans que j'occupe ce type de fonction dans des cabinets différents, mais tout se passe bien depuis mon retour sur Paris en 2007. Et j'imagine que vous êtes contente de retourner chez vous, en Guadeloupe, ce soir? Ah bah de toute façon, c'est toujours de très beaux moments qui m'attendent quand je rentre en Guadeloupe. Donc là, pour le Salon Madame, en plus, qui est un très très bel événement dédié à la femme. Donc je suis ravie d'être là. Alors, vous faites partie de ces femmes inspirantes choisies pour apporter leur éclat à ce salon. C'est la première fois qu'un salon de ce type est organisé en Guadeloupe. Il sera question d'aborder diverses questions, comme la beauté des cheveux, mais aussi des sujets plus délicats, comme l'endométriose ou encore l'alimentation avec l'intervention du docteur Henri Joseph sur le régime caribéen. Oui. Quel sera votre rôle? Écoutez, aux côtés de d'autres personnalités telles que Karine Guillotte, qui est la marraine, j'interviendrai en fait sur des thèmes comme la résilience, la confiance en soi au travers de mon parcours de Miss. Et au-delà de ça, c'est plutôt partager des expériences et pourquoi pas inspirer et donner l'envie à d'autres jeunes femmes, aux générations qui arrivent, d'avoir envie de plus, de se donner les moyens de réussir et surtout de ne pas ressentir de gêne à réussir, parce que je trouve qu'on devrait valoriser justement toutes les réussites guadeloupéennes et être fiers et les porter encore et toujours. On ne le fait pas suffisamment selon vous? Selon moi, au moment où effectivement des Guadeloupéens ou des Guadeloupéennes brillent au-delà de nos mers, on est ravis, on est content, mais il faut qu'on puisse les accompagner tout au long de leur chemin et de leurs expériences, et je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait faire un peu plus. On le fait déjà très bien. Sur quelle forme? Expliquez-nous, est-ce que Corinne Comment a manqué à un moment donné du soutien des Guadeloupéens, par exemple? Non, je ne pense pas, parce que justement, au contraire, moi, je me souviens, au moment de mon élection, c'était donc en 2002, décembre 2002, on avait connu énormément de problèmes sociaux en Guadeloupe, sur l'accueil des touristes notamment. Et effectivement, le fait d'avoir été élue Miss France, ça a permis du coup à la Guadeloupe de briller. Pas à travers moi du tout, mais vous y avez participé également. C'est donner une aura nationale à la Guadeloupe. Et en fait, disons que quelquefois, tout ce que ça a fédéré de positif en Guadeloupe, après ça s'estompe parce qu'on se laisse à nouveau happer par tous nos problèmes sociaux, alors que des Guadeloupéens qui réussissent, il y en a beaucoup. Et il ne faut pas qu'on l'oublie et il faut qu'on les accompagne tout le temps, tout le temps. Corinne Comment, vous aviez alors 19 ans, 20 ans. Oui. Aujourd'hui, vous êtes une femme, oui, mère 34. de famille. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez envie de qu'est-ce que vous souhaitez transmettre aux jeunes femmes et aux jeunes filles qui seront présentes sur ce salon demain au Palais des Sports du Gosier? Ben, justement, c'est ce que je disais, c'est donner l'envie d'aller le plus loin possible, parce que finalement, on se fixe nous-mêmes nos propres limites. Que la valeur travail, en fait, c'est vraiment ce qui permet de réussir, de ne pas compter sur la chance, parce qu'il faut la provoquer, il faut pouvoir saisir les opportunités qui se présentent et vraiment de ne pas hésiter à voyager, à ouvrir son horizon et à vivre de nouvelles expériences. Tant que c'est sur des valeurs saines et positives, et ben, il faut qu'on y aille, quoi. Nous parlerons tout à l'heure, dans un instant, des valeurs en Guadeloupe. Mais demain, il sera beaucoup question de représentation avec des show modes, de prendre soin de soi en tant que femme. Oui. Qu'est-ce que pour vous, la féminité en 2017? Alors pour moi, la féminité... Ce que j'apprécie en fait avec l'époque actuelle, c'est que la féminité, elle est multiple, elle est diverse, qu'aujourd'hui on peut s'exprimer dans tous les domaines parce que on sort de ces cases qui nous étaient imposées. Aujourd'hui, il fallait toujours s'intégrer, etc. Alors que maintenant, justement, il n'y a plus de cadre. Donc la féminité, c'est
se sentir belle soi-même, déjà dans son propre regard dans le miroir, et pouvoir s'exprimer à travers ses tenues vestimentaires, à travers ses passions, ses hobbies, et cette petite touche, cette douceur qu'a la femme. Et en fait, c'est ça pour moi la féminité. La question de l'évolution de la place de la femme antillaise justement dans la société, au sein de la cellule familiale, a beaucoup évolué. La jeune génération rejette complètement le modèle de potomitan. Oui. Où est-ce que vous vous situez, vous, Corinne, comment c'est quelque chose que je partage. Enfin, même si aujourd'hui, de fait, nous, les femmes, on gère tout. On veut gérer notre vie active, notre vie de femme, pouvoir sortir avec nos amis, être mère de famille. Et puis finalement, on va dire, les tâches ménagères nous incombent toujours un peu plus qu'à ces chers messieurs. Je pense que oui, moi j'ai pas envie que toutes ces responsabilités ne pèsent que sur mes épaules, donc je rejette ce concept de potomitan. Après, je reconnais que finalement, de fait, quand même, on assume beaucoup de choses. Et justement, quel regard que vous portez sur la femme antillaise aujourd'hui ? Vous habitez en France, mais vous venez régulièrement en Guadeloupe vous ressourcer. La jeune fille a évolué dans sa façon de concevoir la famille, le rapport à la sexualité, l'homme. Quel est votre regard là-dessus, sur cette évolution ? Écoutez, la génération est quand même beaucoup plus émancipée qu'à notre époque et qu'à l'époque de nos mamans et de nos grands-mères. Je pense que l'éducation joue un rôle prioritaire. Donc, en tant que parent, moi je me dis, c'est donner un maximum de valeur à nos enfants et que même si nos enfants iront toujours au-delà du cadre qu'on leur fixera, qu'ils ne puissent pas se perdre. Donc je ne sais pas si je réponds parfaitement à la question parce que c'est tellement subjectif et chaque personne en fait aura sa propre appréciation de la situation. Mais vraiment l'éducation, les valeurs, je pense que c'est ce qui me semble essentiel à transmettre aux enfants. Corinne Comment, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que demain, pendant 2 jours, vous serez aux côtés de Myriam Maxo, qu'on a déjà reçue sur ce plateau. Oui, tout à fait, qui est talentueuse. Babette de Rosière, et également Karine Guilloc, présentatrice sur M6. Tout à fait. Il y aura Christophe Bruand aussi, qui est relooker sur M6. Donc, si vous avez envie d'avoir des astuces, des conseils mode aussi, il est là pour ça. On a Elie Kwame, qui est un grand designer, qui va clôturer aussi ces 2 jours de salon avec un très beau show et de très intéressantes conférences, parce qu'aujourd'hui, le Salon Madame aussi, c'est à travers le leadership au féminin, l'entrepreneuriat. On connaît bien en Guadeloupe. Tout à fait. Donc, on vous attend nombreux. Je dis nombreux parce qu'on n'attend pas que des femmes. Parce que c'est intéressant que nous, les femmes, on parle de nos problématiques, mais on ne va pas se parler qu'à nous-mêmes. Donc, les messieurs aussi sont attendus. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Direction le lycée Nord Grande Terre, où 57 élèves en bac pro ont participé au projet Time Capsule. L'idée est de déposer dans une boîte des courriers témoignant de leur quotidien à l'aide de photos et même d'objets. L'objectif, c'est de créer du lien entre les élèves. On regarde le reportage de Patrick Curie et Nathalie Dinan qui ont assisté à ces échanges. On regarde. Dans cette boîte, une partie de leur vie est surtout le résultat de réflexions et d'expériences communes d'élèves de 2 filières différentes. De bons souvenirs pour un bel avenir. Le but, c'était de mettre quelque chose qui nous tient à cœur et de le revoir en 2022. Ça représente beaucoup pour nous parce que nous avons des cadeaux que nos parents nous ont donnés à la naissance. Ça permet aux élèves dans 5 ans de voir comment on fonctionnait en 2017, de voir nos modes de vie, qu'est-ce qu'on faisait en général. Écouteurs, peluches, boucles d'oreilles, vernis à ongles, clés USB, objets divers et variés mis en boîte et enterrés. Un projet inspiré de séries américaines et une reprise adaptée à ce jeune public. Pour laisser un objet, ça n'a pas été compliqué. Ça a été plus compliqué presque de leur faire un discours et ce genre de choses parce qu'ils sont un petit peu timides. Vu qu'on va créer un comité des anciens élèves, ils seront invités à venir s'ils sont toujours sur la Guadeloupe. Sinon, on conservera leurs objets. Et lors de la cérémonie, nous ouvrirons la capsule avec les nouveaux élèves et avec les anciens élèves, j'espère. La Time Capsule a été enregistrée sur un site internet dédié à ce type de projet, avec un compte à rebours qui a débuté aujourd'hui et qui affiche 1600 jours de l'ouverture. Et je vous le disais, c'est aujourd'hui qu'a eu lieu la grande finale de la Robotic First au Palais des Sports, le Raflé-c'est-la-Petit-Bourg. Le recteur de l'Académie de la Guadeloupe était sur place pour récompenser les lauréats. Reportage Isabelle Hameau, Patrick Curie. Ils ont des projets plein la tête pour sauver l'environnement. Ces collégiens scientifiques ont réalisé une ferme lombrique dans le but de diminuer l'utilisation des pesticides. En Guadeloupe,
Il y a beaucoup d'agriculteurs, vu qu'il fait chaud, il y a le climat adéquat, mais pour augmenter leur production, ils ont tendance à utiliser des pesticides. Parce que vu que leur sol n'est pas très fertile, dès qu'il y a des bêtes qui commencent à manger leurs affaires, ils n'ont plus de récolte. Mais ces pesticides, à long terme, ils tuent les vers de terre. Et notre projet vise à faire l'inverse de la manœuvre des agriculteurs. Au lieu d'utiliser des pesticides, nous utilisons des vers de terre. Jackie, c'est le nom de leur robot, leur deuxième projet, qui aura au moins 6 missions à accomplir. Sa programmation n'a pas été une mince affaire. On a travaillé dessus, on continue, il a fallu le programmer, le construire, faire des modules. Quand il y avait des problèmes, chercher une solution. On a passé, je crois que notre record s'est passé 4 heures à peu près sur la même mission, à corriger, recorriger, refaire. On en est très fiers. L'idée de ce concours Robotic First est d'éveiller chez ces jeunes le goût de la science. Une volonté de l'éducation nationale de les former tout en s'appropriant et en imaginant les robots de demain. Cette compétition, c'est l'aboutissement d'un travail qui est fait par les équipes pédagogiques interdisciplinaires autour de la fabrication de robots, de la programmation de ces robots. Et c'est vrai que ça va, c'est un travail d'équipe avec toutes les équipes pédagogiques qui sont mobilisées. C'est vrai que ça se fait souvent sous la houlette du professeur de technologie. Le professeur de technologie s'entoure d'un certain nombre d'enseignants dans différentes disciplines. Ça peut être la biologie, l'anglais, le français, je ne sais quoi d'autre comme discipline. Et c'est vrai qu'avec un certain nombre de compétences qui sont développées au travers de ce projet, on voit bien qu'il y a un certain nombre de révélations aussi de jeunes qui viennent nous expliquer très simplement comment les choses se passent. Des équipes de la Martinique sont venues se mesurer à celles de la Guadeloupe et quels qu'en soient les résultats, cet échange aura permis une nouvelle fois d'illuminer des talents scientifiques de chez nous. Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, faites des réserves d'eau si vous habitez dans certaines communes de la Guadeloupe. La distribution de l'eau sera perturbée mardi à partir de 7 h du matin. Un retour à la normale est prévu le mercredi. Et enfin, l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au centre culturel de Sainte-Anne de 8 h à 12h30. Lundi, le rendez-vous sera fixé au parc d'activités de la Joye à Bémao de 8h30 à 13h. Et si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais restez sur ATV Guadeloupe. L'information continue dans un instant avec Eddie Planté pour Questions Directes.